L'État béninois s'engage désormais à convoyer à partir de cette année la totalité des pèlerins béninois à la Mecque. D'importantes réformes ont d'ailleurs été introduites dans l'organisation de cet événement souvent critiqué. Quelles sont ces réformes? Seront-elles à la hauteur des enjeux et des défis? Nous en parlerons dans cette émission. Et d'une réforme à une autre, nous parlerons un dossier de la semaine de la réforme foncière. Vous le savez, les pratiques ont changé, mais peu d'acquéreurs de parcelles et de domaines en savent grand-chose. Sur ce plateau, nous allons décortiquer un guide réalisé par des experts pour faciliter l'appropriation du nouveau code foncier et domanial en République du Bénin. Bienvenue à toutes et à tous. Elle est déjà là, elle, c'est Nadège Obiège-Sani pour le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal sur Week Echo. Mettre à contribution les données satellitaires pour la gestion des territoires, c'est l'objectif de l'Observation spatiale des forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest, OSFACO. Il regroupe 8 pays africains qui entendent mutualiser leurs données cartographiques pour une gestion durable des ressources forestières. Les acteurs à divers niveaux ont tenu une conférence à Cotonou, Alexis Kenom et Estelle Pazou. Les forêts tropicales sont au cœur des conventions sur le climat et la biodiversité. Leur gestion et leur préservation constituent des enjeux qui ne peuvent être maîtrisés qu'à travers une meilleure connaissance de leur évolution. Et le projet Observation spatiale des forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest, OSFACO, vise à améliorer les connaissances en matière d'occupation des terres et de lutte contre les changements climatiques à travers des données satellitaires. Les technologies d'observation de la Terre offrent des opportunités sans précédent pour moderniser les dispositifs nationaux de suivi et d'améliorer les capacités des pays pour mesurer efficacement tous les indicateurs de développement durable. 8 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, le Congo et la République démocratique du Congo vont mettre en commun leurs données satellitaires pour la préservation des ressources naturelles, la planification des usages des terres agricoles et pastorales et la lutte contre les changements climatiques. Au Bénin, les interventions de l'Observatoire spatial des forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest permettent de produire et de doter l'ensemble du territoire national d'outils cartographiques de référence sur l'occupation du sol et de ses évolutions. Analyser la dynamique de l'occupation des terres observée en 2005 et 2015. Financer plusieurs projets de recherche sur la promotion et la valorisation de l'utilisation des données satellitaires dans les activités de suivi de l'utilisation des terres et de gestion durable des ressources forestières. Des informations fiables et régulièrement mises à jour, voilà ce qu'offrent donc les données satellitaires d'observation de la Terre. 8 sessions ponctuées d'une quarantaine de communications vont meubler les travaux de la conférence. Le gouvernement béninois rapproche l'eau potable des populations en zone rurale à travers la signature d'un accord de siège entre le Bénin et la Fondation Aïdjel Camp au ministère des Affaires étrangères. Plusieurs ouvrages d'approvisionnement en eau potable seront bientôt construits dans les villages de Kandi. Ces points d'eau sont aussi une opportunité d'emploi pour les jeunes diplômés ayant l'ambition d'entreprendre dans le secteur de l'eau. Plus de précisions dans ce reportage de Petroni Lokoso et Patrick Adjagbodjou. L'eau potable, un liquide vital pour le bien-être. Et pourtant, l'accès à une eau salubre et disponible reste un calvaire quotidien pour les populations des zones rurales. La commune de Kandi, dans le département de l'Alibori, en est un exemple. Nous sommes un département qui regorge de beaucoup de potentialités, notamment en termes de bétail. Le bétail a besoin de l'eau. Nous subissons les affres des effets climatiques. C'est pour cela que dans plusieurs communes, il y a des problèmes d'eau. À la fin de la saison pluvieuse,
les populations devaient replier au niveau des villages à cause du manque d'eau. Et pour ceux qui ont assez de bétail, il faut aller soit dans les collines, soit dans la Takora, ou même au Togo pour faire de la transhumance. Des disparités à l'accès en eau potable en milieu rural auxquelles la Fondation Eikel Camp trouve une solution. À travers cette signature d'accord de siège, le Bénin et cette fondation s'engagent à donner l'eau potable aux populations de plusieurs villages de la commune de Kandi. Le tout premier point d'eau autonome qui a été construit donc par la fondation Eikel Camp au Bénin, c'est en novembre 2016. Aujourd'hui, nous pouvons compter 25 points d'eau sur les 160 que nous devons construire au niveau du département de la Liborie. De l'eau potable fournie de façon autonome grâce à un système solaire. Le projet vise non seulement la réalisation des ouvrages d'approvisionnement en eau courante, mais aussi la réduction du taux de chômage chez les jeunes ayant l'ambition d'entreprendre dans le secteur de l'eau. La Fondation recherche le financement et met à la disposition des jeunes entrepreneurs. Ceux qui ont pour ambition d'entreprendre, il met les fonds à disposition et l'équipement qu'il faut. En collaboration avec la commune de Kandi, la commune met à disposition le site et forcément en milieu rural. Et la Fondation construit donc ces points d'eau avec ses entrepreneurs. L'entrepreneur met en place donc l'entreprise d'eau et par la suite, il développe d'autres activités secondaires autour du point d'eau. L'eau potable accessible à tous et de l'emploi pour la jeunesse. Cette ambition de la Fondation Eikel Camp traduit la volonté du Bénin à étendre l'accès à l'eau potable pour tous à l'horizon 2030. L'indisponibilité de l'information pousse de nombreux jeunes étudiants à mal s'orienter dans le choix de leur filière à l'université. Et pour libérer l'information, afin de résoudre le problème du sous-emploi et du chômage, une communication sociale sur les métiers porteurs a été présentée cette semaine aux étudiants et enseignants des universités publiques et privées. Benol Djogbe, Ilvaïs Balogo. Selon des statistiques de l'université d'Abomey-Calavi, près de 300 étudiants du service des volontaires sont déversés chaque année sur le marché de l'emploi. Et environ 60% arrivent à créer leur unité entrepreneuriale. On a observé qu'il n'est pas évident que les étudiants, les jeunes en général, aient les informations qu'il leur faut et qui leur permettent de pouvoir s'orienter. Lorsque, par exemple, vous entrez à l'université avec votre parchemin, le bac, il faut d'abord avoir les informations qu'il faut avant d'aller s'orienter, avant de choisir la filière que vous voulez. Et si l'une des solutions contre le chômage est l'entrepreneuriat, la nécessité d'avoir des informations sur les opportunités d'emploi est indispensable. Surtout qu'au Bénin, le taux de chômage est de 2,3%. Ce chiffre de 2,3% en fait masque un taux de sous-emploi qui est trop élevé. Le taux de sous-emploi est expliqué entre autres par la notion qu'on a de l'emploi et du travail. Lorsque vous prenez quelqu'un qui est sorti de l'université, je donne exemple, bac plus et 5, et déjà immédiatement il n'est pas absorbé par le marché du travail, il se dit tiens, lui il est au chômage. Ou bien carrément, bien qu'ayant bac plus 5, peut-être qu'il est utilisé à d'autres fins. Je prends peut-être qu'il est tenancier de bar. Lorsque vous lui demandez s'il travaille, s'il a un emploi, il vous dira non. Mais c'est déjà un emploi. D'où l'importance de porter l'information à l'endroit des jeunes étudiants afin de les aider à mieux s'orienter dans leur choix de filière. Quand on parle de filière porteuse, il faut qu'on ne s'inscrive pas dans la logique de bon, j'ai bac plus 100, donc j'attends et l'emploi vient me chercher. Il faut oser. Lorsque vous prenez par exemple les métiers de revêtement de sol, qu'on appelle vulgairement carreleur, c'est un métier porteur, c'est une filière porteuse. Prenez le domaine de l'agriculture. Vous avez les filières telles que le maïs, et telles que le manioc, et telles que
et les noix d'anacarde et ses produits dérivés. Des filières porteuses présentées à ces étudiants qui sont désormais bien aguerris pour mieux se lancer dans l'entrepreneuriat. À l'instar de l'Organisation mondiale de la santé, les pays africains affûtent aussi leurs âmes pour lutter contre la tuberculose d'ici 2030. Les experts y travaillent, ils sont à Cotonou pour se pencher sur la thématique en vue de formuler des recommandations susceptibles de réduire le nombre de cas enregistrés dans les pays participants. Louis Koudogbo et Nokrompati. Un tiers de la population africaine souffre de la tuberculose. Dès qu'on voit qu'on tousse, dès qu'on voit qu'on perd du poids et qu'on a moins de force, mais surtout la toux. Et surtout si la toux en plus a des crachats un peu avec du sang dedans, alors là il ne faut pas hésiter. Ainsi se présentent quelques signes précurseurs de la tuberculose. Maladie infectieuse, elle se manifeste sous deux formes. La tuberculose pharmacorésistante et l'infection tuberculeuse latente. Le premier cas, la tuberculose pharmacorésistante, en fait, c'est une tuberculose qui ne répond pas au traitement classique. Et cette forme de tuberculose constitue de plus en plus un danger pour la plupart des pays parce que le traitement, il est lourd, il est souvent émaillé d'effets secondaires au niveau du malade, mais c'est un traitement qui coûte excessivement cher. En finir avec la tuberculose sous toutes ses formes d'ici 2030, la chose est bien possible si toutes les recommandations de l'OMS sont mises en œuvre. Des recommandations que 45 pays d'Afrique tentent ici de s'approprier pour une lutte encore plus efficace. Nous sommes accompagnés dans cet atelier par des experts qui sont venus de différentes entités de l'OMS et beaucoup d'autres partenaires qui nous ont accompagnés pour qu'on puisse avoir vraiment ce cadre, discuter de ces nouvelles recommandations et aider les pays donc, à mettre en pratique ces nouvelles recommandations pour espérer en finir avec la tuberculose d'ici 2030, comme le veulent les chefs d'État qui se sont réunis en septembre 2018 à New York. La tuberculose est la deuxième cause de mortalité dans le monde. 10 millions de nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Au Bénin, les chiffres sont moins inquiétants. Si on veut parler des tuberculoses toute forme, on a à peu près 4000 cas de tuberculose chaque année. Nous avons à peu près en moyenne 20 cas de tuberculose pharmacorésistante que nous prenons en charge. Mais ces 20 cas, c'est petit, mais c'est quand même beaucoup de choses, c'est beaucoup de moyens. Bien sûr, on ne peut pas traiter tout le monde. Il y a des gens à traiter en priorité, notamment les enfants qui ont moins de 5 ans. Après, les personnes qui sont dans des statuts immunitaires un peu difficiles, comme les patients qui vivent avec l'infection du VIH, ou des patients qui sont diabétiques, ou des patients qui sont immunodéprimés, qui ont moins de défense, ceux-là, il faut les traiter en priorité. C'est donc parti pour 4 jours d'échanges, des échanges qui permettront de réduire les cas de tuberculose d'ici 2030. Ce sera tout pour ce mini-journal. Wikeko continue avec Roch Aurélien. Accueille-nous. Merci à vous, Nadège Sani, pour cette belle présentation du mini-journal. Et tout de suite, nous allons feuilleter un peu les journaux pour voir ce qu'ils ont relayé au plan économique. La revue de presse économique, c'est signé Lazare Migan. Bienvenue sur les randonnées de l'actualité économique de la semaine. Démarrons avec Le Matin, qui affiche à sa une projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Le gouvernement autorisé à ratifier 17 milliards de francs CFA. Les députés ont autorisé le 7 mars dernier. Le gouvernement a ratifié l'accord de prêt qui s'insère dans le cadre du financement partiel du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Une information que partage l'événement précis à sa DER qui écrit « Financement au profit du secteur agricole ». Les députés autorisent la ratification d'un accord de prêt de plus de 17 milliards. L'objectif réduit substantiellement la pauvreté rurale à travers la promotion de 3 filières agricoles conventionnelles porteuses de croissance, le riz, le maïs et le manioc. Autre information, et cette fois-ci, c'est La Nation qui titre à sa une « Accès à l'eau potable à Boukoumbe, Kové et Zanyanando, 10 milliards de francs CFA ». Pour renforcer le système d'alimentation. Pour le quotidien du service public, c'est un partenariat entre le gouvernement béninois et le Fonds cohésien pour le développement économique arabe
Cet accord de prêt s'inscrit dans le cadre du financement du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable. L'objectif du projet est d'assurer la fourniture pérenne de l'eau en quantité et en qualité aux populations de ces 3 communes. Restons toujours avec la nation sur la même page, cette fois-ci d'un partenariat à un autre dans le domaine d'hydrocarbures. Le journal titre « Construction d'un pipeline de transport d'hydrocarbures ». Un projet d'envergure qui renforce la coopération bénino-nigérienne. Fraternité confirme la même information et écrit à sa une « Construction et exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Le Niger et le Bénin accordent leur violon. » Selon les 2 quotidiens, la construction de cette importante infrastructure permettra à terme d'assurer le transport des hydrocarbures en provenance des sites de production au Niger vers le port de Cotonou. Mais avant tout, il sera prochainement à l'approbation de l'étude d'impact environnemental et social de même que de l'étude de faisabilité. Une décision prise lors du dernier Conseil des ministres. Toujours avec les chiffres, bonne nouvelle pour l'économie béninoise. Appui de la Banque mondiale pour la période 2018 à 2023 au Bénin. Plus de 375 milliards de francs CFA pour soutenir la croissance économique. C'est ce que rapporte Fraternité en sa machette. Sur sa page économique, le journal écrit à cet effet. Cet engagement s'inscrit dans le nouveau cadre de partenariat de l'institution financière internationale avec le Bénin qui couvre la période de 2018 à 2023 et s'articule autour de 3 domaines notamment. La transformation structurelle pour la compétitivité et la productivité, les investissements dans le capital humain, le renforcement de la résilience et la réduction de la vulnérabilité au climat. Dernière information pour clore cette revue de presse. Financement du programme d'action du gouvernement. Déjà 3 929,5 de francs CFA mobilisés. Le journal Fraternité partage la même information et titre « Mise en œuvre du PAG ». Le gouvernement annonce une mobilisation de plus de 3 milliards de francs CFA. Selon la Nation, c'est une rencontre des membres du gouvernement avec les partenaires techniques et financiers pour faire le point de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la mobilisation financière et la mise en œuvre des réformes. Pour le ministre chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, ces ressources mobilisées se décomposent en 40,2% pour les prêts, 14,5% pour les dons, 26,8% des fonds levés sur le marché financier et 18,5% d'autofinancement. Fin de cette revue hebdomadaire sur votre chaîne de développement. Merci de l'avoir suivi. C'était donc la revue de presse. Tout de suite, nous allons parler de l'organisation du Hajj. Vous le savez, désormais, l'État béninois décide de prendre une part active dans l'organisation de cet événement. Eh bien, nous allons parler justement des réformes introduites dans l'organisation de cet événement. C'est tout de suite. Et mes invités y sont déjà sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous présenter Loge Gafa Zoungbogo. Bonjour, Jérémy. Vous êtes journaliste. Oui. Musulman, vous avez déjà été à la Mecque une fois? Oui, j'ai fait le grand pèlerinage et le petit pèlerinage aussi. D'accord, merci d'être sur ce plateau. Et en face de vous, Josué Fortuné Merunou. Lui, on le connaît, il est un habitué du plateau. Merci également pour votre légendaire disponibilité et que vous ne nous marchandez point. Bonjour, bonjour téléspectateurs. Voilà, c'est une décision qui enchante plus d'un, une décision qui frustre également d'autres. Vous le savez, l'État béninois reprend le contrôle de l'organisation du pèlerinage à la Mecque, notamment le convoyage des pèlerins. Dites-nous, qu'est-ce qui a suscité ou motivé l'État béninois à faire ces réformes? Oui, d'emblée, je peux vous dire que ce n'est pas une première que l'État béninois a décidé de prendre en main l'organisation du Hajj. Depuis toujours, ça a été fait. Oui, mais cette fois-ci... Dans le passé, vous avez eu un haut commissaire à l'organisation du Hajj. Tout à fait. C'est pour dire qu'au sein de l'organisation du Hajj, au sein de la communauté musulmane, il n'y a pas toute une discipline pour organiser ce pilier de l'islam. Parce que ce n'est pas fait au Bénin. Donc, autour du Hajj, il y a tout un business qui
qui se tisse autour de l'organisation de ce voyage d'agrément. Donc, le gouvernement de la rupture a décidé de travailler à ce que les dysfonctionnements inhérents à l'organisation du Hajj puissent être conjugués au passé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir l'image très peu agréable que nous avons l'habitude de voir à Zongo, à chaque événement, à chaque pèlerinage, nous voyons comme nos frères, nos co-religionnaires de l'autre côté de la mosquée centrale de Zongo, en espérant toujours le vol pour aller au Hajj. Donc, il y a toujours incertitude sur le jour des vols de chaque pèlerin. C'est une image très désolante parce qu'il reste dans des conditions les plus difficiles possibles. Pour ne pas dire misérable. J'ai du mal à qualifier avec certaines épithètes ce qui se fait là-bas. Donc, le gouvernement a décidé de s'impliquer davantage dans l'organisation du Hajj. Je crois, déjà le 26 novembre, le ministre des Affaires étrangères, parce que c'est sous le ministère des Affaires étrangères que le Hajj se conduit actuellement, avait rencontré la communauté musulmane, l'UIB, le CONACO, le FEBA. En tout cas, nous allons revenir tout à l'heure aux différentes initiatives, aux différentes entreprises pour la bonne organisation de ce Hajj. Vous avez dénoncé tout de suite les conditions dans lesquelles les commissions mises en place, les hauts commissariats, etc. fonctionnent. C'est certainement l'une des raisons qui a amené pour parler comme le général de Gaulle, ce sont des commission Théodule. En d'autres termes, c'est des commissions qu'on met en place pour donner à manger à des gens. D'accord, très bien. En tout cas, vous en portez l'entière responsabilité. Joseph Fortuné-Merenou, dites-nous, est-ce que véritablement ces commissions que l'on met en place ont montré leurs limites, ont été incapables de donner satisfaction aux pèlerins? Je pense que s'il y a un mot plus fort que l'incapacité, il faudrait le chercher pour qualifier ces nombreuses commissions ou comités qui ont été mis en place pendant des années pour gérer le pèlerinage ou le convoyage des fidèles musulmans vers la terre sainte de la Mecque. Et on a observé au fil des années que c'est devenu carrément une pagaille. On s'amuse avec la volonté de ces fidèles-là d'aller honorer à cet engagement-là qui quand même fait partie des cinq piliers de l'islam. Parce qu'au-delà de tout, après, comme le dit Loge, c'est une question de business. Et il y en a qui, malheureusement, sont beaucoup plus préoccupés par ce gain, par ce business, que par le devoir je vais dire sacré que ces fidèles musulmans-là ont vis-à-vis de leur religion. Et donc, c'est heureux de constater que finalement, l'État a décidé un peu de taper du poing sur la table. Pas maintenant, parce que depuis, il faut dire que l'amélioration a été progressive, parce que depuis 3 ans, on a observé que d'abord, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est devenu le président du comité qui organise ce pèlerinage-là. Et donc, progressivement, les choses se sont mises en ordre. Et si les choses ont pu se mettre en ordre, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est débarrassé de ces nombreuses associations, comités ou regroupements qui se greffaient gratuitement sur le dos des pèlerins. Donc on parlerait de démarcheurs. Je crois qu'il y en a qui sont pires que des démarches, parce qu'il y a toujours, chacun essaie à son niveau de trouver l'astuce pour quand même soutirer de l'argent à ces pèlerins-là, parce qu'à un moment donné, c'est des gens qui un peu ont le dos au mur, n'ont plus le choix parce qu'ils ont peut-être déjà investi une certaine économie dans cette aventure-là, et donc se retrouvent un peu coincés et sont obligés de céder à de subir n'importe quel chantage venant de n'importe qui. Et ce qui est heureux particulièrement dans ces réformes-là qui sont en train d'être conduites, c'est cette décision-là du gouvernement d'ériger carrément un site dans la zone de Yakwakwa pour désormais recevoir surtout les pèlerins qui viennent de l'intérieur du pays, parce que moi je ne vais pas faire comme l'eau, je n'aurais pas peur d'utiliser les mots. Le spectacle qu'on observait à Zongo, c'est désolant, c'est triste, c'est très sale. Franchement, ça dit que vous voyez des gens qui débarquent de dizaines de kilomètres, qui viennent à Cotonou, qui n'ont personne pour les accueillir à Cotonou, qui sont laissés, ils dorment à la Belle Étoile, ils se lavent
au bord de la rue à Zongo, là, franchement, c'était désolant. C'est vraiment désolant, mais Eloge, dites-nous, Eloge Gafa, je préfère vous appeler Gafa parce que nous parlons d'un sujet qui concerne la religion musulmane. Oui. Quel intérêt ou bien quel enjeu l'État béninois a-t-il, surtout au plan économique, à organiser ou bien à prendre l'organisation entière de cet événement? Avant de vous parler de l'enjeu que l'État béninois a sur le plan économique de prendre en charge de l'organisation du Hajj, c'est d'abord l'enjeu sur le plan diplomatique. C'est d'abord de l'image du Bénin dont il s'agit. Parce que si déjà, à l'interne, nous avons des dysfonctionnements, nous avons des difficultés à convoyer nos pèlerins à la Mecque, là-bas aussi, il y a le regard que les autres pays portent par rapport à notre, par rapport sur nous. Voyez-vous, quand vous prenez le Ghana, la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, on rit carrément en Arabie Saoudite à la Mecque, ce qu'on appelle Nanjali House ou Ghana House. 16 ans de structures, 16 ans de bâtiments qui accueillent leurs pèlerins. Donc, sur le plan diplomatique, d'abord, nous gagnons en matière de crédibilité, en matière d'honneur, d'élégance, à faire les choses comme les autres le font. Et sur le plan économique, vous avez vu, le gouvernement décide cette fois-ci, en accord avec, parce que c'était une demande du gouvernement béninois, de demander aux responsables de l'Arabie Saoudite de leur accorder la faveur de convoyer tous les pèlerins béninois à travers Air Bénin Taxi. Ce qui veut dire Air Taxi Bénin, voilà. Oui, Air Taxi Bénin, oui. Exactement. Oui. Donc, ce qui veut dire déjà que sur le plan économique, le gouvernement veut juste, au lieu de dire, nous cédons la moitié de convoyage à une entreprise étrangère et l'autre à une entreprise béninoise, c'est ce qui s'est fait l'année dernière. À faire confiance, c'est comme l'a dit mon cher ami, c'est progressivement, de façon progressive, que l'amélioration s'observe. À faire confiance cette fois-ci à une expertise locale. Donc la bourgeoisie locale est en train de prendre corps. Donc on a voulu que ça soit une entreprise locale qui s'occupe du convoyage des pèlerins à la Mecque. Cela va dire que les ressources que nous allons gagner de ce convoyage, c'est d'abord avant et après tout au Béninois. Sans vouloir faire de la publicité à la compagnie à laquelle vous faites référence, on se pose des questions. Quelle est la capacité d'appareils, quel est le nombre d'appareils que la flotte de cette compagnie-là dispose pour pouvoir convoyer la totalité? Jusque-là, on ne sait pas encore combien de pèlerins iront à la Mecque. Quelle est justement la capacité pour pouvoir supporter justement le nombre de pèlerins qui vont se manifester pour aller à la Mecque? Si le gouvernement veut faire confiance à cette compagnie, pour ne pas la nommer une fois encore, pour que ça risque d'être une publicité, c'est parce que le gouvernement a évalué tout l'enjeu, de voir que cette compagnie peut véritablement, selon... En tout cas, jusque-là, cette compagnie n'assure que le trajet Cotonou-Parakou. Oui. Maintenant, on dit la compagnie va assurer le trajet Cotonou-Jeddah. C'est pour vous dire que hier, c'était le gouvernement qui prenait en charge même le transport des pèlerins. Ce que beaucoup ne savaient pas, c'est qu'on garantissait, l'État qui garantissait l'argent auprès des compagnies venues d'ailleurs, qui faisaient le job. Cette fois-ci, on fait confiance à une entreprise béninoise pour faire le job. Je crois que si eux n'ont pas évalué le pour et le pour tout des capacités de cette compagnie, peut-être à sous-traiter avec d'autres ou à faire elle-même le job, on n'allait pas lui confier ça. D'accord. Aujourd'hui, on met en relief le confort et le rapport qualité-prix. Qu'est-ce que justement les pèlerins vont gagner parce que vous savez très bien qu'il y a d'autres pèlerins qui préfèrent passer par les pays frontaliers, vont prendre leur vol dans d'autres pays et voilà, qu'est-ce que le pèlerin gagne concrètement à voyager depuis l'aéroport de Cotonou? Je crois que c'est déjà une fierté et peut-être aussi une satisfaction morale parce que sortir de son pays, aller dans un autre pays d'abord, faire d'abord un premier déplacement avant de continuer sur la Terre Sainte pour son pèlerinage, je pense que c'est beaucoup plus de dépenses, c'est peut-être beaucoup plus de tracasseries, beaucoup plus de stress également, mais désormais les pèlerins ont compris que dans leur pays, les choses peuvent se faire de manière plus méthodique et plus catholique et donc savent qu'on peut faire confiance à ce qui se dessine désormais dans leur propre pays et à partir de ce moment-là, je crois même que sans jouer au devin, on aura certainement cette année peut-être un nombre plus croissant de pèlerins parce que je suppose que ceux qui avaient les moyens et qui ne voulaient pas souffrir
qui préféraient peut-être aller prendre leur vol à Lagos, en Côte d'Ivoire, en France, ainsi de suite, ceux-là peuvent désormais partir de Cotonou pour leur pèlerinage parce qu'ils savent qu'il y a un sérieux, il y a un encadrement un peu plus rigoureux qui se fait. Il y a même eu un contrat qui a été signé avec une banque de la place, une banque au niveau de laquelle les pèlerins peuvent déjà commencer à aller déposer. Je ne voudrais pas appeler le nom de la banque. En fait, c'est ça l'élégance dont parlait El Hadj Gaffar tout à l'heure. Et ça fait plus sérieux, ça fait plus crédible. Parce qu'avant, je pense qu'on a assisté à des spectacles vraiment tristes à Zongo et même à l'aéroport où des gens qui ont payé régulièrement tous les frais se retrouvent au moment de l'embarquement cloués au sol parce que quelqu'un a pris l'argent, n'a pas reversé ou n'a pas effectué les formalités et donc la mort dans l'âme avec toute la tristesse qui va avec. On constate que ces pèlerins-là ne peuvent pas effectuer le voyage. Donc il y a eu tellement de dysfonctionnements, tellement de ratés qui ont obligé certainement le gouvernement, pour ne pas dire les organisateurs du Hajj, à mettre en place un certain nombre de balises, à concocter un système plus cohérent, plus fiable. Et j'aimerais dire un mot par rapport au choix de la compagnie. Je pense que déjà l'année dernière, il y a eu une bonne partie des pèlerins béninois qui ont été convoyés par cette compagnie-là béninoise qui certainement n'a pas une flotte consistante, n'a pas les appareils, mais on ne peut pas lui interdire, étant une compagnie opérant déjà, ayant l'autorisation, ayant certainement un certain nombre de garanties de sous-traiter, je ne veux pas dire de sous-traiter, mais... Oui, c'est bien ça. C'est donc bien ça. de sous-traiter avec d'autres compagnies. Oui. L'essentiel, c'est que les choses se fassent dans la vision, dans la dynamique qui est en train d'être tracée actuellement et qui est qu'il faut faire voyager les pèlerins béninois avec moins de soucis, moins de stress, en toute sécurité, en toute confiance, en toute sérénité, à moins de coûts et dans le confort qui aille avec. D'accord. Vous parlez de moins de coûts, vous parlez de confort qui doit y aller avec. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'espace qui est en cours d'aménagement pour le rassemblement avant embarcation. Il y a des services qui ont été proposés. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ça sera facturé, reviendrait plus cher aux Béninois et au terme, l'objectif visé ne serait pas atteint? Quand on a rappelé tout ce que vous avez cité, en principe, ça devait prendre un coût supplémentaire, oui. Parce que c'est la logique de l'économie. Bien. Mais avec les négociations qui se font, c'est que ce coût ne soit pas un coût qui embête plus les pèlerins, en tout cas, que ce soit un coût raisonnable, un coût qui ne dépasse pas le coût dans les pays limitrophes, ce qui va chasser peut-être les pèlerins, les candidats au pèlerinage, parce qu'il faut aller là-bas avoir des pèlerins, les candidats au pèlerinage à la Mecque, d'aller dans les pays limitrophes. Donc, le dispositif que je mets en place, c'est de permettre aux gens de voyager à moins de coûts au Bénin et dans un confort à nul autre pareil qu'ils n'ont jamais vu de par le passé. Parce que ce que nous avons oublié de dire, quand au-delà de tous les pieds qu'on peut lancer aux organisations aux structures qui organisent le Hajj, c'est qu'il y avait toute une batterie de ministères qui ont été dans l'organisation en temps. Mais des ministères même qui, ma foi, n'ont rien dans l'organisation du Hajj, ce qui fait que chaque cadre de l'administration voulait tirer le drap de son côté, avoir un certain nombre de choses. Quand avec le gouvernement de la rupture, on a décidé cette fois-ci de confier ça exclusivement au ministère des Affaires étrangères. Les gens ont compris déjà que l'appareil qui s'observait ne peut plus continuer. Donc le prix aussi a été juxtaposé, il y avait un habitat par rapport au prix. Donc il y aura de la qualité, certes, même s'il y aura légèrement une augmentation du prix, ça ne va pas être un prix qui va toucher le plafond, qui va fatiguer les pèlerins. Très bien. En quelques secondes, nous allons conclure. Est-ce que on peut s'assurer que toutes les dispositions sont prises parce qu'il ne suffit pas seulement de rassembler les pèlerins, d'assurer leur convoyage, mais sur la Terre Sainte également, pour que les pèlerins ne se perdent pas. Est-ce que les organisations sont mises en place de l'autre côté pour que tout se passe bien? Je vous laisse la parole pour votre mot de fin. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ces réformes puissent connaître un franc succès? Donc, vous savez, par rapport à ce qui peut se passer en Terre Sainte, je ne suis pas diplomate, donc je ne peux pas le dire, mais je crois qu'on peut faire confiance
à la diplomatie béninoise. On peut faire confiance au dynamisme qu'on a pu observer de la part du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, qui a quand même effectué ces derniers temps un certain nombre de voyages auprès des autorités saoudiennes. Je crois qu'il y a quelques semaines, il y était encore, et je présume que le sujet Hajj a dû être une fois encore à l'ordre du jour. Alors lorsqu'on a observé tout ça, je pense qu'on peut faire confiance. Et le dernier conseil des ministres a bien fait de rappeler que même de l'autre côté, il y a également des dispositions qui sont en train d'être prises avec les autorités saoudiennes pour que l'accueil et le séjour des Béninois puissent se passer dans les meilleures conditions. Gafar le disait tout à l'heure, il y a d'autres nations qui nous ont devancés en cette matière-là, qui ont été un peu plus proactives, bien sûr, en mettant en place du côté de la Mecque un dispositif d'accueil pour leurs pèlerins. Je pense que le Bénin également est en train de s'inscrire dans cette logique-là et petitement, nos pèlerins ou nos candidats au Hajj devraient se sentir plus à l'aise, plus tranquilles pour effectuer ce pilier-là de la religion musulmane. Merci à vous, Josué Fortuné Merwenou. Gafar, 10 secondes, rapidement. Confiance en notre pays. Pour nous parler de la diplomatie béninoise qui peut faire des choses là-bas. Moi, j'étais candidat en 2015, par exemple. Je vois, c'est en son temps qu'il y avait l'émeute de Mina. Je crois, même dans cette affaire, les autorités béninoises croient que ça, on n'a pas été trop satisfait de leur démarche. Au moins, il y avait quelque chose, le Bénin avait fait son devoir vis-à-vis de ses ressortissants en TS7. Je crois, ce que je ne vous ai pas dit, le Bénin, cette fois-ci, demande encore à amener des cuisiniers béninois pour suivre les pèlerins, pour qu'ils n'aient pas mangé n'importe quoi pour venir avec des maladies. C'est très important. Merci à vous, El Hadj Gafar Zongogo. Merci également à vous. Merci à vous, Joseph Fortuné Merwenou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Décryptage. Nous allons tout de suite enchaîner avec le dossier de la semaine. La terre est une richesse, autant elle participe au développement économique et social, autant elle est source de nombreux conflits, parfois mortels. Mais le nouveau code foncier domanial en République du Bénin, en vigueur actuellement, résout ces problèmes. Je vous invite à suivre ce reportage de Lazare Migan. Le lancement officiel de ce guide pratique à l'usage des collectivités locales vient à point nommé pour répondre à un mal endémique, la difficulté liée au foncier. À travers ce sésame, Edmond Kokou Odidi, l'auteur de cet ouvrage, plonge ses lecteurs dans l'univers littéraire et leur fait découvrir les arcanes de la gouvernance locale. C'est un ouvrage structuré en 4 chapitres. C'est-à-dire, un premier chapitre aborde les concepts clés sur la notion de la maîtrise d'ouvrage. Le second chapitre porte sur la maîtrise d'ouvrage dans la réalisation des infrastructures. Le troisième chapitre sur la maîtrise d'ouvrage dans la gestion même des infrastructures. Et le dernier chapitre sur les opérations foncières. Vous avez en annexe des fiches techniques qui sont raccordées à chaque thématique. Donc ces fiches techniques, moi j'invite les collectivités locales à lire ces fiches techniques et à se l'approprier. Parce que c'est là où vous avez tout l'intérêt donc de ce guide. Vous avez 25 fiches techniques au total et chaque fiche technique, chaque maire ou bien chaque technicien de la commune peut prendre et adapter à sa situation particulière. Sur la première couverture, l'image de cet élu local au milieu de ces charges en dit long, débordé par la multitude des activités et des charges qui lui incombent, le manque d'expérience des acteurs à la base, la non-maîtrise d'ouvrage, l'incapacité de penser et d'exécuter efficacement un projet de développement local, l'ignorance des règles en la matière sont des écueils que l'auteur invite les acteurs à surmonter. Si vous n'êtes pas informé de ce qui se passe, des lois et règlements, vous ne pouvez pas réclamer. Vous ne pouvez pas attendre donc du maire et de ses collaborateurs ce que les lois et règlements ont prévu. C'est le foncier qui va assurer le développement durable de notre pays. Et tant que nous passons à côté de sa gestion durable, le développement durable est hypothéqué. 125 000 francs CFA, c'est le prix vendu à l'américaine de ce chef-d'œuvre qui va apporter quelques réponses et solutions à la problématique de la gouvernance locale et conjuguer au passé les problèmes fonciers qui assaillent les Béninois.
Oui, effectivement, les problèmes fonciers assaillent les Béninois et le nouveau code foncier domanial en République du Bénin résout justement ces problèmes que beaucoup ne comprennent pas encore. Nous avons sur ce plateau Rodrigue Canho, il est le directeur suivi évaluation à l'Agence nationale du domaine et du foncier, justement pour nous parler de ces réformes, de ces innovations contenues dans le nouveau code foncier domanial en République du Bénin. Bonjour et merci d'être là. Bonjour monsieur le journaliste, merci. Je profite de l'occasion pour saluer vos téléspectateurs et saluer également mon cher tout à fait. Vous faites bien de les saluer parce qu'ils ont soif de vous écouter, ces téléspectateurs. Ulvaeus Balogun, bonjour. Bonjour, la pleine forme. Toujours. Nous allons parler d'un problème assez important, les problèmes relatifs au domaine et au foncier, et nous avons un expert en face de nous. Tout à fait, vous l'avez si bien dit, la question de l'insécurité foncière se pose toujours avec acuité au Bénin et pourtant depuis 2 ans déjà, le Bénin a revisité le code domanial et foncier afin de l'adapter justement aux nouveaux enjeux. Et ce matin, nous allons revisiter ces innovations et surtout les démarches à suivre pour s'accaparer une terre ou pour être plus précis, une parcelle. Alors Rodrigue Canho, on vous reçoit ce matin. Je voudrais commencer par vous poser une question banale. Banale parce que à qui appartient la terre? Merci, monsieur le journaliste. C'est vrai, c'est une question banale, mais c'est quand même une question. La réponse à cette question, nous la trouvons dans l'article 5 du Code foncier domanial, qui stipule qu'en République du Bénin, l'État détient le territoire national. Autrement dit, la terre appartient à l'État. Mais on entend souvent dire que la terre appartient aux premiers occupants. Oui, c'est une façon de parler parce que en réalité, ce que dit le Code en son article 5, c'est que en République du Bénin, l'État détient le territoire national en vue de la préservation de son intégrité, de la garantie du droit de propriété de l'État et des collectivités territoriales, des personnes physiques et des personnes morales de droit privé acquis suivant les lois et règlements. Alors, autrement dit, l'État garantit la territorialité. Et justement, depuis quelques années déjà, le gouvernement a entamé des réformes justement pour la sécurisation de la terre. Alors aujourd'hui, quels sont ces outils-là qui ont été mis en place pour sécuriser la terre? Merci, monsieur le journaliste. Avant d'aller à la sécurisation de la terre, il faut d'abord passer par les formalités à remplir au niveau des transactions foncières. Ok, justement, vous faites très bien d'en parler. Je suppose qu'on va prendre un cas simple. J'ai un peu d'argent, j'ai envie de m'acheter une petite parcelle quelque part. Quels documents dois-je exiger de mon vendeur, par exemple, et quelles sont les procédures à suivre? Merci, monsieur le journaliste. En effet, vous savez très bien que cette question a été source de beaucoup de conflits. Tout à fait. Vous achetez une terre aujourd'hui et 2 ans après ou bien 3 ans après, vous voyez quelqu'un d'autre qui apparaît avec une convention de vente sur la même parcelle. Et pour régler ce problème, lorsque nous voulons acheter, lorsque je veux acheter un immeuble, une parcelle aujourd'hui, je dois distinguer 2 cas. Soit la parcelle est déjà nantie de titre foncier, ou la parcelle n'a pas de titre foncier. Lorsque la parcelle est déjà nantie d'un titre foncier, les formalités doivent se faire par voie de notaire. C'est le code qui le dit. D'accord. Les formalités pour la transaction doivent se faire par voie de notaire. Et là, vous vous rapprochez d'un notaire et le notaire va demander ce que nous appelons un état descriptif sur le titre foncier qui permet de voir à qui appartient le titre foncier. Est-ce que celui qui prétend vendre la parcelle, est-ce qu'il est vraiment propriétaire du titre foncier? Est-ce qu'il y a des charges sur le titre foncier? C'est-à-dire, est-ce qu'il a déjà mis la parcelle en garantie pour prendre de l'argent à la banque? Vérifie tout ça. Parce qu'on en voit aussi, on voit même sur certaines plaques, même si la parcelle n'a pas de titre foncier, on met TF et puis on met un numéro là-dessus, juste pour élever le coût justement de vente. Évidemment, c'est ce qui se passe. Donc il faut vérifier. Il faut vérifier que
celui qui veut vendre la parcelle, que la parcelle lui appartient réellement. Le titre foncier est en son nom. C'est ça. Et ça, c'est à l'aide d'un état descriptif qu'on demande à l'ANDF. Vous faites la demande à l'ANDF et on vous produit l'état descriptif. Mais pourquoi forcément passer par un notaire? Est-ce que l'individu qui veut acquérir la parcelle, lui-même ne peut pas se rapprocher de l'ANDF pour lui demander, vérifier moi ce titre foncier? C'est vrai que l'individu aurait pu faire, mais je pense que c'est par rapport à certaines considérations que le législateur a voulu qu'on passe forcément par voie de notaire. Ok. Alors, quand on prend le second exemple, vous venez de parler du cas où l'on détient le titre foncier. Alors, quand je suis propriétaire terrien et que je n'ai pas un titre foncier, je fais comment si je dois vendre ma parcelle? Pour vendre votre parcelle, si vous n'avez pas de titre foncier, le Code a prévu également certains documents qu'on appelle actes présomptifs de propriété. Parce que le seul acte qui vous donne le titre de propriété, c'est le titre foncier. Mais lorsque vous n'avez pas le titre foncier, vous avez d'autres actes qui sont des actes de présomption de propriété. Là, vous êtes présumé propriétaire. Et parmi ces actes, nous avons l'attestation de recasement, nous avons l'attestation de détention coutumière, nous avons les certificats administratifs si vous en avez, nous avons également d'autres pièces que le Code a citées, mais les pièces les plus utilisées, c'est l'attestation de détention coutumière et l'attestation de recasement. Qui se délivre par quelle autorité? Qui se délivre par le maire. Donc, l'attestation de recasement, c'est pour les zones qui sont déjà loties et recasées. Donc, si je suis un acheteur et que je vais acheter ma parcelle chez un monsieur Ins, je dois exiger de lui, s'il n'a pas le titre foncier, qu'il me présente au moins un acte présomptif de propriété, qui me montre au moins une attestation de recasement si la zone est déjà lotie, ou une attestation de détention coutumière si la zone n'est pas encore lotie. Et l'attestation de détention coutumière, c'est une demande qui se fait au niveau de la mairie, et il y a une enquête publique, parce que la zone n'est pas lotie, il y a une enquête publique qui se fait grâce aux sessions villageoises de gestion foncière que le Code a créées. Et ces sessions villageoises de gestion foncière vont sur le terrain, elles font une enquête publique et on apporte le résultat maintenant au niveau de la mairie. Lorsque le résultat est concluant, alors on peut vous délivrer une attestation de détention coutumière qui est un acte présomptif de propriété que vous pouvez utiliser maintenant pour rentrer dans le processus de sécurisation qui aboutit à la délivrance du titre foncier. C'est ça. Alors moi, je suis un acheteur. On n'est plus dans le cas du vendeur, on est dans le cas de l'acheteur. Je veux acheter votre parcelle. Vous détenez l'attestation ou les actes présomptifs, ou vous détenez même le titre foncier. Est-ce que moi, en tant qu'acheteur, je dois avoir également des pièces avant d'acheter votre parcelle? Oui. En tant qu'acheteur, il y a la nationalité que nous regardons. L'acheteur doit justifier de la nationalité béninoise, ou s'il est d'une autre nationalité, il faut qu'il y ait ce que nous appelons la réciprocité. Ça veut dire quoi? Est-ce que chez lui là-bas, les Béninois ont la possibilité, d'acquérir, d'acheter un immeuble là-bas? Si c'est oui, alors il peut l'acheter également au Bénin. Il peut l'acheter au Bénin. Si c'est non, il ne pourra pas l'acheter. C'est ce que dit le Code. C'est ce que dit le Code. Maintenant, lorsqu'on est en milieu urbain, lorsqu'on est en milieu rural, les étrangers sont interdits d'acquisition de terres en milieu rural. C'est le Code qui le dit. Les non-béninois. Les non-béninois. Peu importe si dans leur pays on peut se l'acquérir. Peu importe. Mais pourquoi ça? C'est le législateur qui l'a dit ainsi. Peut-être parce que ça coûte moins cher en milieu rural et que les étrangers ayant certainement plus de marge financière peuvent acheter pratiquement tout un quartier ou tout un village. Oui, surtout cet aspect parce que en milieu rural, vous savez, nos terres agricoles, il y a une pratique, les gens achètent des états qu'on n'exploite pas, qu'on thésaurise là. Et il y a d'autres personnes qui ont bien envie d'utiliser ces terres pour cultiver, mais qui ne peuvent pas parce que ça appartient à quelqu'un. Donc, même lorsqu'on est béninois et qu'on veut acquérir une terre en milieu rural, il faut justifier
de l'exploitation, d'un projet d'exploitation. Avant de pouvoir s'acquérir. Et que dit désormais la loi par rapport à ça? Il paraît que lorsque vous avez un domaine comme ça, dans un milieu rural, et que vous ne le mettez pas en exploitation, passé un certain délai. Je crois que c'est 5 ans. 5 ans? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ça peut vous être retiré. Ma propriété? Oui. Pour que quelqu'un d'autre puisse l'exploiter. Mais vous êtes dédommagé en retour? Dédommagé parce que je ne sais pas si on va vous demander, parce que les clauses du contrat, c'était que vous avez amené un projet d'exploitation et vous avez dit dans 5 ans, au bout de 5 ans, je vais l'exploiter. C'est sur cette base qu'on vous a concédé la propriété. Maintenant, vous n'avez pas respecté un terme du contrat. L'État se réserve le droit. Et je veux préciser également que le vendeur d'une terre en milieu rural doit préempter, c'est-à-dire il doit adresser un courrier à l'ANDF pour informer l'agence qu'il veut vendre sa terre. Ah bon? Ah oui. Et là, si l'État est intéressé, l'État peut acheter la terre chez lui pour constituer peut-être une réserve agricole. En tout cas, l'État peut... Maintenant, si l'État n'est pas intéressé, là, l'ANDF vous répond pour vous dire, vous pouvez vendre votre immeuble qui se trouve en milieu rural. Alors, une dernière question. Oui, très rapidement. C'est tellement intéressant, mais malheureusement le temps est imparti. Une dernière question. Dans le processus de sécurisation et qu'on arrive à la mairie, il est dit quelque part qu'il faut payer 1% à la mairie. Les 1% sont définis comment? C'est 1% de la valeur d'acquisition. Et c'est des frais uniques d'affirmation. C'est-à-dire, vous allez à la mairie aujourd'hui, vous voulez affirmer votre parcelle, la valeur de la parcelle, vous n'avez qu'à payer 1% de cette valeur, vous n'avez plus rien d'autre à payer. Ah, mais ce n'est pas comme ça se passe. Hein? Vous payez 1% du prix d'achat. Il y a également d'autres taxes que vous payez au niveau de l'arrondissement pour aller sur le terrain. Il y a tellement de faux frais aujourd'hui que vous êtes là, vous ne dites rien. Pas que nous ne disons rien. La preuve, il y a une mairie que je ne vais pas citer qui a fait sortir une note de service, un arrêté comme ça pour fixer même des frais de timbre à 10 000 et le directeur général de l'ANDF a dû intervenir et ils ont rapporté leur arrêté. Autrement dit, les 1% prennent en compte tous ces frais-là. Tous ces frais, les 1% prennent en compte tous ces frais. Mais vous savez, c'est la loi de finances 2019 qui l'a introduit. Ce n'est pas encore rentré dans l'habitude des gens. C'est à force de sensibilisation et c'est aussi le lieu d'appeler les maires, les élus locaux vraiment à respecter ce qui est contenu dans la loi de finances. Donc c'est sur toute l'étendue du territoire national. Toute l'étendue du territoire national. Que l'on soit à Cotonou ou à Tchoumi-Tchoumi. Parce que ce que nous avons constaté, il y a des endroits où c'était 4%, d'autres endroits 8%, il y en a qui prenaient jusqu'à 10%. Voilà. Il y avait une forte disparité. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement a décidé d'harmoniser et d'encadrer les transactions désormais avec ça. À part ça, il y a les frais de recasement qu'on a fixés. Si vous prenez la loi de finances, vous allez voir un certain nombre d'actes dont les frais ont été fixés. D'accord. Merci. Nous allons finir, mais j'ai une petite question. Pourquoi aujourd'hui les gens sont assez, les acquéreurs de parcelles, je veux dire, sont assez frileux d'aller déclarer leur convention au niveau de la NDF? On craint qu'il y ait des pressions fiscales. Est-ce que vous confirmez? Non, il n'y a pas de pression fiscale. Il n'y a pas de pression fiscale. Lorsque vous enregistrez votre parcelle, c'est juste pour donner date à votre convention de vente. Et la sécuriser. Oui, et la sécuriser. Parce que ça fait partie des pièces qui entrent en ligne de compte pour la sécurisation. C'est vrai que nous n'avons pas parlé de la sécurisation jusqu'à aller au titre foncier. Ces actes, lorsque la convention de vente n'est pas enregistrée ni affirmée par le maire, vous ne pouvez pas aller à la délivrance de titre foncier qui sécurise définitivement votre bien. D'accord. Pour faire la synthèse, on nous accorde encore une petite minute rapidement. Quelques conseils, quelqu'un qui veut acheter une parcelle aujourd'hui, rapidement, quelles sont les étapes qu'il doit suivre pour avoir un document sécurisé? Pour quelqu'un qui veut acheter une parcelle aujourd'hui, la première des choses, c'est de s'assurer que le vendeur, la propriété est bien au nom du vendeur. Et pour cela, il suffit d'aller au niveau de la mairie. Parce qu'aujourd'hui,
vous n'avez plus à passer par l'étape de chef village, chef quartier. On a déjà sauté toutes ces étapes. Vous allez directement au niveau de la mairie. Les services de la mairie savent ce qu'il faut vérifier. Et les services de la mairie vont vous dire ce qu'il y a lieu de faire, ce que vous devez faire, et vous le faites. D'accord. Merci beaucoup, Rodrigue Canjo. Je rappelle que vous êtes le directeur du suivi et évaluation à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Vous nous avez édifié sur les innovations contenues dans le nouveau code foncier et domanial en République du Bénin. Merci à vous. Et merci aussi à vous, Ulvaeus, de m'avoir accompagné dans cet entretien assez intéressant pour nous et pour les téléspectateurs. Absolument. Que nous remercions. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Wikeco vous retrouve dimanche prochain à partir de 11h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.